Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée au streaming et aux séries qui sortent sur ces plateformes. Et on va se projeter un peu dans le futur aujourd'hui. Le Festival de la Fiction vient de se terminer à La Rochelle, l'occasion de découvrir quelques-unes des séries françaises qu'on pourra voir sur nos écrans très prochainement, que ce soit sur des plateformes ou tout simplement en linéaire sur les chaînes de télé. Je suis donc accompagné forcément par mes deux spécialistes des séries françaises, Alexandre Letraine et Benoît Laganne. Bonjour messieurs. Bonjour. Alex, on va rappeler, journaliste à VL Média, animateur de la loi des séries sur VL. Et Benoît, journaliste indépendant, spécialiste des séries et notamment à Télématin. Exactement. Vous avez donc tous les deux pris l'air de la mer à La Rochelle pendant quelques jours. Voilà, on a, de toute façon, et le soleil. Il ne nous reste plus rien, on arrive à l'automne, il fait froid, il pleut, il n'y a plus aucune trace de bien-être sur nos visages. Confirme. Mais vous allez quand même nous raconter tout ce que vous avez vu, vos coups de cœur et vos coups de gueule aussi. C'est parti pour le débat de la semaine. Voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, c'est moins clinquant que le Festival de Cannes, forcément, parce que c'est à La Rochelle, mais c'est là-bas que la télé française fait chaque année sa rentrée à la mi-septembre au Festival de la Fiction. Donc c'est son nom. Festival qui existe depuis 1999 quand même. Les chaînes viennent y présenter leurs séries, leurs feuilletons, leurs téléfilms aussi. Certains sont déjà sortis, d'autres vont arriver très bientôt. Et puis il y a des annonces de production à peine lancées pour nous faire saliver un petit peu et nous donner envie. Alex, Benoît, comment était ce millésime 2025 ? Moi je trouve que c'est certainement l'un des meilleurs depuis très longtemps. Ok. Je le fais depuis 12 ans. Je n'ai pas eu le souvenir d'une programmation aussi riche, éclectique, et avec plein de projets qui donnent envie, à tel point qu'on ne savait pas trop où donner de la tête. Alors, il bénéficie d'un rendez-vous maintenant qui est assuré en début d'année, où les gens ont envie de préparer leur série. Donc, les productions se tiennent prêts pour être au rendez-vous du mois de septembre. Donc, parfois, c'est la loterie. Parfois, il y a des trucs qui sont prêts et qui ne sont pas génial. Et là, c'était impeccable. Avec une très grosse représentation de France Télévisions, il faut quand même le dire, qui a une politique de mini-série extrêmement offensive et intéressante. Mais voilà, toutes les chaînes étaient bien rincées et il y avait énormément de programmes de qualité. Benoît, d'accord ? Oui, complètement. D'autant plus que c'est vrai que sur l'ensemble du paysage des festivals de fiction, la force de La Rochelle, c'est de coïncider avec la rentrée télé. Et donc c'est ça qui est assez chouette, c'est-à-dire qu'on a une vraie promesse de ce qu'on va voir tout au long de l'automne, alors que quand on va à Sérimania par exemple, on sait que ça va être les séries qui vont arriver, mais on ne sait pas, parfois elles arrivent très tard, voire parfois à la rentrée de septembre. Qui sont même pas vendues parfois. Voilà, donc ça c'est super. Moi j'ai trouvé que c'était effectivement très très riche, en matière de séries notamment, beaucoup plus de séries que de téléfilms, alors qu'avant on avait une sorte d'équilibre comme ça, là beaucoup plus de séries, et une tendance que moi j'ai remarqué, alors qui me plaît et qui me déplaît en partie, mais parce que les propositions étaient très belles, très fortes, des mini-séries en 4 épisodes, beaucoup, mais peut-être un peu trop au détriment des grandes séries, à plusieurs. On s'était posé la question une fois dans l'émission, est-ce que 4 épisodes, c'est une série ? C'est un téléfilm en 2 parties. Voilà. C'est une mini-série. Les Anglais le font beaucoup, c'est une mini-série. Simplement, c'est devenu l'alpha et l'oméga de tout aujourd'hui. C'est-à-dire que, même Benoît le rappelait, même par exemple TF1, quand ils font des pilotes ou des mini-séries, maintenant c'est du téléfilm déguisé, coupé en 2 pour mettre de la pub. Après, il y a une vraie politique de mini-série dans les offres proposées à La Rochelle cette année. On est vraiment sur de la mini-série, que ce soit Laura Stern ou Désenchanté. On est vraiment dans le cadre d'une série qui se raconte sur 4 épisodes. Et on va détailler justement un peu tout ce que vous avez vu. Vous êtes revenu avec des coups de cœur plein les poches, mais aussi, je le disais un petit peu, un coup de gueule. Restez bien jusqu'à la fin du débat, ça va tonner sur le plateau. Allez, Benoît, on commence avec toi. Quel est ton premier coup de cœur ? C'est l'affaire Laura Stern qui a reçu d'ailleurs le prix du drama, du meilleur drama à La Rochelle. C'est une mini-série passionnante portée par Valérie Bonneton, qu'on voit dans un rôle totalement différent de ce que l'on avait l'habitude. Elle joue le rôle d'une pharmacienne qui anime une association de défense des femmes. Les femmes qui subissent des violences viennent échanger, discuter avec elle, et elle essaie de les aider. Mais jusqu'où va-t-elle aller, Laura, puisque elle voit très vite que parler, c'est bien, mais que la police, la justice fait pas toujours le travail qu'elle souhaiterait, et que donc elle peut-être se substituer à la justice. Et voilà le propos de la série. C'est vraiment exceptionnel. C'est Marie Kremer et Frédéric Criville, un grand auteur, notamment du Village français, qui est derrière l'écriture. Une réalisation d'Hakim Isker exceptionnelle, qui fait que dès les premières images,
on a presque l'impression d'être dans un documentaire, tellement c'est bien joué, tous. Hein. Valérie Bonneton en tête, mais tous sont excellents. Et franchement, c'est une grosse claque. Moi, j'ai pris ça un peu comme Sambre, il y a quelques temps. Et on des claques du premier plan au dernier plan. Franchement, et là, pour le coup, j'en conviens, c'est une mini-série en 4 épisodes. 4 suffisent amplement, bien évidemment. Et c'est vraiment... c'est un événement. Ça fera donc 2 soirées, a priori. Quand 2 soirées, oui. Ce sera c'est sur France 2, c'est ça? Ce sera sur France Télé ou France 2, Oui. Alex, toi, ton premier coup de cœur, c'est un invité qu'on a reçu sur ce plateau. Ouais, David Oureg. David Oureg, tout à fait. David Sa Oureg, nouvelle série. il revient avec une 3e série cette année après Rivage et Anaon. Il signe Désenchanté. Alors, on est dans un format plus classique, sur l'adaptation d'un roman de Marie Vareille qui s'appelait Désenchanté. On est sur une série qui est sur 2 époques. 1999, une jeune fille disparaît. La seule chose qu'on retrouve, c'est un vêtement ensanglanté dans le coffre de son demi-frère. Et celui-ci est arrêté, il va passer 25 ans en prison. 25 ans plus tard, l'une des filles de la bande de ce petit village, devenue journaliste, est renvoyée dans ce petit village parce qu'il va sortir de prison et qu'on veut absolument en faire un article. Et on va découvrir sur ces 2 tranches de temps ce qui s'est passé. Et alors là, c'est impossible de pouvoir en dire plus parce que sinon, vous allez vraiment vous perdriez tout l'attrait. C'est une série qui, sur des premiers abords, peut paraître assez convenue. Oui, c'est assez loin d'Anaon. On est très très loin d'Anaon. Ouais. Très très loin d'Anaon. Et même sur le style, on pourrait s'attendre à un énième polar sur une gamine qui disparaît. Sauf que passe par là une distribution absolument remarquable. Il y a notamment Capucine Mallard, que moi j'aime beaucoup, qui était l'héroïne de Anaon, et qui remplit avec David Oureg. Et puis la réalisation de David Oureg qui sait parfaitement raconter des histoires et qui sait parfaitement nous emmener dans des directions dans lesquelles on n'aurait pas soupçonné. C'est une très 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 belle mini-série. Moi, je regrette que les festivaliers n'aient pu voir que les 2 premiers, parce que même le jury, parce que je pense que c'est justement dans la 2e soirée que les choses s'enclenchent. Moi, ça a été un coup de cœur, et notamment à la fin, le twist final est absolument imparable. Mais là, on pointe juste du doigt ce que je disais tout à l'heure sur... tu dis, Alex, que 4 épisodes, ça va très bien pour Désenchanté. Moi, je trouve que, vu ce casting, vu la qualité de la mise en scène de David Oureg, franchement, il a fait des séries en 6 épisodes jusque-là. Ça aurait mérité, franchement, 6 épisodes. Et ça aurait permis peut-être encore plus de douceur dans cette façon de filmer les personnages. D'accord. Et Carole Delavallée à la production, qui était l'une des productrices historiques de Scam. Voilà. Donc, il prouve que ces gens-là savent filmer les ados comme personne. D'ailleurs, le jeune héros qu'on a vu passer dans la bande-annonce a eu le prix Révélation Adami du festival. Donc, voilà. Très bien. On aura l'occasion de découvrir ça. Pareil sur France Télévisions, a priori France 2. France 2, dans les prochains mois. Il n'y a pas de date de sortie encore. Non. Benoît, je reviens vers toi. Une série qui est déjà disponible cette fois, qui vient de sortir. C'est ça. Ça s'appelle Bistronomia. Oui, et c'est encore du France Télé. Et c'est vrai que Alex le disait très bien, il y a eu une forte représentation à La Rochelle cette année des séries France Télé. Donc je ne parle pas que des séries de ma maison, mais le fait est que Bistronomia, c'est vraiment pour moi une vraie belle surprise. Et d'ailleurs qu'elle ait reçu le prix du scénario, ça me ravit, puisque c'est une série sur le monde de la cuisine. Alors effectivement, on va dire qu'avec The Bear et d'autres... Est-ce que c'est un The Bear à la française? Non, c'est vraiment... Et c'est là où c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait... au départ, se dire « Ah, encore une énième série qui va nous montrer la violence dans les mondes de la haute gastronomie, etc. etc. » Effectivement, il y a un côté The Bear, puisque les personnages principaux vont tenter d'ouvrir un nouveau type de restaurant. Mais ce qui est génial, c'est que c'est vraiment une page d'histoire qui nous est racontée à travers Bistronomia, parce que c'est l'émergence de la bistronomie en France. Et il n'y a pas d'émission Top Chef aujourd'hui, il n'y a pas ce boom autour de la cuisine, si dans la société, ce n'est pas accompagné par ce mouvement qui est à la fois dans les cuisines, mais aussi dans la critique. Et c'est la grande force de cette série, de nous raconter ça. D'ailleurs, c'est sur une idée d'Alexandre Camas, qui est lui-même un des monuments de cette émergence de la bistronomie, puisqu'il a créé le fooding. Et donc, c'est derrière son idée que nous est racontée cette histoire, et c'est brillamment interprété, une mise en scène parfaite, et un scénario excellent. Voilà, ça dure là, et là, et là. Une vraie série. C'est-à-dire qu'on a 9 épisodes et que si la série marche, ce que j'espère, il y a une fin qui clôture bien ce premier chapitre, mais qui pourrait nous laisser espérer une saison 2. C'est tout ce que j'espère à Bistronomia. Tu l'as vu, toi, Bistronomia, Alex? Je l'ai vu. Ça m'a rappelé un peu Cuisine Externe qui avait été faite sur 13e rue.
Moi, le seul petit bémol que je mettrais pour faire comme Benoît, c'est que je ne comprends pas ce que fait France Télévisions avec ses séries France.tv et Slash. Voilà ce que j'allais dire. Elle va être sur la plateforme dès aujourd'hui, elle y est. mais elle va arriver sur France Télévisions en diffusion linéaire en une seule soirée. Oui. Donc voilà. Donc En ça, une seule je ne soirée comprends pas. Ils Comment vont c'est faire possible, pareil ça avec une autre série qui est Phoenix. Ça va arriver, mais ça doit être diffusé normalement en une seule soirée. Donc je ne comprends pas. On n'a pas de confirmation de ça, mais a priori, oui. C'est ce J'ai entendu, c'est moi, ce qu'on dans a le entendu festival, dans le pendant le festival. festival, Ouais. C'est ce que les rumeurs du festival, c'était ça. Peut-être pas binger non plus pendant toute Mais une il l'avait soirée, fait l'année dernière pour Follow. Les 6 épisodes avaient été diffusés toute la une seule soirée. Or, c'est une série qui mérite de l'avoir en plusieurs soirées. Les épisodes sont courts, donc ça pourrait. Il y a 9 épisodes, ça pourrait faire 3 soirées. Ouais, ok. Voilà. Bon, bah, on va déjà se faire notre avis. On va aller la regarder sur France TV Slash, qui a de très belles productions quand même. C'est aussi une petite merveille C'est un vrai laboratoire. de plateforme gratuite. On le rappelle, c'est accessible gratuitement. Bistronomia. Donc, Alex, à ton tour. Prochain coup de cœur. Le parfum du bonheur, je crois. Je suis désolé, on reste encore une fois sur France Télévisions. Mais je vous promets que c'est la dernière. Après, la dernière. on change. Il n'y a plus de France TV. Exactement. Le parfum du bonheur, écoutez, sur le principe, c'était à peu près tout ce qu'il y avait pour ne pas me plaire. Ok. Mais vraiment, je ne suis pas client des romans de Virginie Grimaldi. C'est pas pour. C'est un best-seller. Hein, c'est un best-seller. Et Virginie Grimaldi, c'est l'une des autrices françaises qui vend le plus, etc. Donc, on est sur une histoire d'amour assez classique. Caroline Anglade joue une jeune femme qui ne veut pas renoncer à l'histoire d'amour qui s'est terminée avec son conjoint, qui est joué par Xavier Robic. Lui ne veut plus entendre parler de cette histoire. Il en a fait le tour. Elle est terminée, définitivement terminée. Sauf que ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi. Ils ne veulent plus en entendre parler, pourquoi cette histoire d'amour se termine et pourquoi elle s'accroche. Et ça va être toute la spécificité de cette série. Donc là encore, c'est compliqué de le dire parce que moi, je la compare un peu à This Is Us dans le thème et dans la façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, dès le premier et dès le deuxième épisode, il y a un twist à la fin qui redéfinit un peu toute la série et qui nous donne une autre vision. Moi, ce que j'aime avec cette série, c'est qu'en fait, elle est simple. Elle se la raconte pas. Elle n'est pas prétentieuse, genre, je vais te montrer mes effets. Elle va au plus près des gens. Elle parle des gens. Elle le fait bien. Moi, j'ai trouvé que Michel Bernier et Michel Boujna, qui jouent les parents, sont incroyables dans cette série. Et on croit en leur fils Félix Moati. Et on croit en leur fils Félix Moati, exactement. Ils sont justes. C'est une série qui parle aussi des non-dits entre parents et enfants. Il y a 4 épisodes. Elle est déjà disponible sur France.tv. Elle va bientôt arriver sur France 2. Le 8 octobre, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble, hein, et là, pour pinailler, je ne vais pas dire qu'il y a 4 épisodes. On en veut plus. On en veut plus, surtout. Ce dont on aimerait plus, c'est de nouvelles saisons. C'est-à-dire que Baya Kasmi, qui réalise la série, réussit à nous faire adhérer à cette famille tout de suite et ils deviennent proches de nous tout de suite. Et moi, j'aurais envie de les retrouver régulièrement, comme on retrouve une famille de télévision, comme c'est très bien, a su très bien le faire This Is Us, par exemple. Mais je peux vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, parce que pour avoir rencontré Baya Kasmi, elle nous explique que travaille déjà sur une idée de faire des suites. Elle n'a pas du tout envie de les laisser partir. Donc, elle y croit. Est-ce que les audiences seront au rendez-vous pour justifier tout ça? Il faut, toujours le même. Parce que d'abord, ça fait du bien, c'est pas du polar. Oui. Ça parle simplement, ça joue extrêmement bien. Je crois que quand on se projette dans cette série, on reconnaît les moindres petits détails qu'on a vus quand on était gamin. Enfin bref, c'est un petit bonbon. Voilà, c'est la grande force de Laura Stern et de cette série, d'avoir des jeux dans des séries françaises de chaînes accessibles, pas de chaînes payantes, où vraiment ça joue, mais à la perfection. Ok. Voilà. Et ben, ça donne très envie. Ça s'appelle donc Le Parfum du Bonheur. Et ce sera à voir. Voilà, moi, je m'étais noté à partir du 8 octobre sur France 2. Mais si vous ne voulez pas attendre, c'est déjà sur France.tv. Allez, on oublie France Télévisions. Finito. Vous avez bien fait tout ça. On va passer à autre chose, Benoît, avec une série dont on n'a pas vraiment de bande-annonce. On n'a que quelques images pour l'instant, mais c'est un projet qui donne forcément envie. Rien que le nom, c'est Belphégor. Oui, alors Belphégor, c'est cette vieille marque de l'histoire de la culture populaire française, puisque c'était un roman feuilleton adapté. Nos IP à nous, avant qu'on appelle ça des IP. Adapté par l'auteur du roman déjà en feuilleton cinématographique avant que la télévision existe, en serial, déjà 4 parties. Puis la série de 65 avec Juliette Gréco, Yves Régnier. Et puis aujourd'hui, donc, ça revient avec Chirine Boutella, Horatica, Cadmerade, Vincent Elbaz. Voilà. Et moi, alors on a vu
qu'un épisode à La Rochelle. On est frustré. On est un peu frustré puisque en plus le reste est actuellement en cours de mixage, etc. Donc on peut vraiment pas voir la suite. C'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, hein, c'est que c'est en cours de production. Mais j'ai trouvé que c'était une vraie réussite parce que ça nous remet dans l'ambiance d'une série fantastique telle qu'on l'attend à la télévision. C'est-à-dire où ça joue pas tant sur les effets de visuels que sur l'ambiance, l'étrange. Aujourd'hui, on aurait les moyens de faire beaucoup de choses. Et là, ils freinent ça. Et c'est passionnant. Et franchement, le Louvre, moi, désormais, après ce premier épisode, j'irai plus visiter le Louvre comme avant. Hein. Déjà, ça donne envie de revisiter le Louvre. C'est Oui. déjà pas mal. C'est Très bien fini. Moi, je suis assez d'accord avec Benoît. Je l'ai vu aussi. J'ai adoré ce premier épisode qui est fait donc par Thomas Mansuy notamment, qui était le co-créateur de Panda et qui va s'attaquer à Lucky Luke l'année prochaine. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Si je devais dire, je me souviens de la tagline de Belphégor dans les années 60, tout le monde rentrait chez soi pour voir Belphégor et tremblait devant l'écran. Il me manque ce petit frisson d'angoisse. Et en fait, je ne pense pas que ce soit propre à la série, je pense que c'est propre à l'époque. On a tellement vu de choses que maintenant, pour nous faire peur devant la télé, il en faut beaucoup plus. Okay. Et c'est pas grave, parce qu'on est quand même pris par l'ambiance. On verra, vous n'avez vu qu'un épisode. Oui, totalement. Et c'est pour ça qu'on est dans l'intériorité vraiment encore plus du personnage. Et c'est ça qui fait que le miroir pour nous, c'est de se dire, pétard, si on était comme Hafsa, si on vivait les choses Hafsa, waouh. C'est je crois une coproduction M6 et HBO Max, donc a priori une double diffusion. Je crois qu'ils l'ont déjà annoncé, c'est pour décembre. Oui, décembre sur HBO Max et en 2026 sur M6. Voilà. Donc Belphégor, à voir si on peut revisiter une vieille légende de la culture pop française. Alex, rien à voir avec la culture pop française. Non, pas du tout. Ton prochain coup de cœur sera sur TF1 cette fois. Eh ben oui, comme quoi la fiction française se porte bien partout. Et j'avoue que c'est une énorme surprise, un peu comme justement le Parfum du Bonheur, parce que le diplôme, puisque cette série-là, honnêtement, avec le pitch, objectivement, j'en attendais pas grand-chose. Pour avoir parlé avec Fanny Riedberger, qui est sa créatrice, qui avait signé Les Randonneuses, sur le papier, ça me faisait un peu penser à un énième version des Soudoués, tu vois. Je me disais, des seniors qui vont repasser leur bac. Bon, j'ai dit, eh ben en fait, pas du tout. On est même dans le premier épisode beaucoup plus proche de leur faire leur Asterne, puisqu'en fait, ce sont des gens qui sont à un tournant de leur vie très compliqué et où le seul échappatoire pour essayer de s'en sortir, ou en tout cas pour exister par eux-mêmes, c'est de repasser le bac. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup, parce que pour le cas de Clémentine Sélarié, qui a reçu le prix d'interprétation à La Rochelle, elle joue une femme qui est prise en étau avec son mari, sous emprise, qui la tabasse littéralement par un Charles Berling incroyable. Il est terrifiant dans cette série. Et elle est bouleversante. Dans le deuxième épisode, on parle de revenge porn sur une ado de 18 ans. Rien à voir avec les Soudoués. Rien à voir. Le premier épisode, notamment, il est incroyable. Et vous allez voir, alors je spoil rien, mais croyez-moi que vous n'entendrez plus jamais la chanson À toi de Jodassin de la même façon à la fin de cet épisode. C'est un petit bijou. Voilà, ni plus ni moins, c'est un petit bijou que TF1 nous propose une nouvelle fois et j'ai hâte de voir les 6 épisodes. Ok. T'as aimé, toi? Tu l'as vu? Oui, j'ai vu qu'un épisode. Et franchement, je rejoins tout ce qu'a dit Alexandre. Et d'autant plus dans une production TF1 qui a à un moment donné beaucoup innové en termes de thématiques. Et ça rassure de voir qu'on a encore des productions comme ça et qu'on ne va pas sur des énièmes héros récurrents et des sous-HPI sur la grille des programmes. Et ça, c'est une vraie promesse. J'ai vraiment hâte d'en voir plus. Parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas vu de bande-annonce, j'ai pas vu l'épisode puisque je n'étais pas à La Rochelle. J'ai juste vu les quelques photos qu'il y a en ligne et ça ne présageait pas du tout ce que tu viens de me présenter. Pas du tout. Donc, c'est une belle surprise, effectivement. C'est à venir donc sur TF1, pas de date encore, je crois. Pas de date pour l'instant, et je crois même qu'ils sont encore en train de faire le montage des épisodes. Donc, pas pour tout de suite. Benoît, ton dernier coup de cœur sera bientôt disponible sur Disney+, cette fois le 8 octobre. C'est Les Disparus de la gare. Oui, effectivement, adapté d'un fait divers. Des femmes disparaissent, des jeunes femmes disparaissent sur la gare de Perpignan. Tout à fait. Et donc, à partir de cette enquête, on suit dans une série, somme toute, assez classique, à partir d'un fait réel, l'enquête de la série. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série qui révolutionne pas grand-chose... On pense beaucoup à Sambre quand on la Oui, c'est pas aussi puissant que Sambre, j'en conviens. Mais j'ai beaucoup aimé
est assez difficile à expliquer, mais le fil entre l'histoire vraie et la pure fiction. C'est-à-dire qu'on sait toujours qu'on est dans la fiction. Il n'y a pas de problème. Dans Sombre, il y avait, ou dans la Laura Stern, vraiment, il y a des moments où on se dit, waouh, on est vraiment dans l'ultra-réalisme. Là, on assume le fait d'être dans une sorte de tradition. Il y en a beaucoup de séries de ce genre. Donc, on assume, c'est très bien réalisé. Les comédiens sont charismatiques. Le jeu avec les époques fonctionne bien. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus touché au-delà de ça, c'est la façon dont le personnage principal, qui est une enquêtrice, interprétée par Camille Raza, ne tombe pas dans le cliché de l'enquêtrice. Ça commence où on la voit, elle est dans sa voiture, il va y avoir, on sait qu'elle va aller voir une scène de crime, et on l'a vu 18 fois, c'est la jeune bleue qui débarque, etc., etc. Et elle arrive sur la scène. Finalement, ça se passe à peu près bien. On ne tombe pas dans les clichés de « je tombe dans les pommes, j'ai besoin d'un petit peu de baume sous le nez » ou de je sais pas quoi, chaque fois qu'on va... Il n'y a pas du tout ça. Et assez vite dans les épisodes, on comprend que si elle l'a freiné, c'est juste qu'elle avait le stress de l'enquête. Et ça, pour moi, c'est la géniale porte d'entrée de cette série qui a fait que ça m'a happé. Et on a eu 2 épisodes à La Rochelle. Disney, moi, nous a permis d'en voir plus. Et franchement, je suis allé jusqu'au bout. Ça m'a pris totalement. Et bah super, donc ça va nous... Voilà, c'est un peu un polar. Il nous manquait un peu du polar dans cette sélection. Ça manquait pour une fois. Donc ça s'appelle Les Disparus de la Gare. C'est une des rares aussi productions de Disney Plus françaises, faut le dire. Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est les producteurs qui avaient fait Ousekine, donc on retrouve, je trouve, quand même cette... Et HPI. Et cette qualité. À faire des séries. Et ce sera donc à voir à partir du 8 octobre sur Disney+. On va terminer avec toi, Alex. Je l'ai promis, tu me l'as promis. Un coup de gueule. Voilà, il n'y a que 3 coups de cœur côté Alex et un coup de gueule. Tu voulais revenir sur une news qui est tombée pendant le festival. Alors, quasiment un peu après, juste après, à la sortie du festival. C'est l'annulation de Nouveau Jour. Alors, Nouveau Jour, pour ceux qui n'avaient pas regardé, c'est le feuilleton quotidien que M6 avait lancé en juin. Donc, 30 juin. Pas si longtemps que ça. Et qui est donc déjà annulé. J'essaye d'être concis et synthétique tout en étant bien dans mon... Et poli. Je trouve que la décision... Alors, je tiens à préciser, je ne critique pas le fait qu'on annule une série sur une chaîne commerciale qui plus est. Leur but, c'est quand même que ça fasse de l'audience parce qu'ils génèrent de l'argent. Oui, l'argument qu'avance M6, on va juste dire, c'est qu'il n'y a pas d'audience, quoi. Oui. Ça ne fonctionne pas. On est d'accord. Sauf que moi, j'étais à la conférence de presse début juin de la série et on nous promettait de ne pas se mettre en face d'un feuilleton quotidien. Ils ont fait face à Un si grand soleil, d'être beaucoup plus patients que dans le passé avec leurs autres feuilletons quotidiens. Ils l'ont été beaucoup moins. Ils ont lancé la série le 30 juin à 20h45, 20 minutes après la fin du JT sur M6, donc avec un tunnel de publicité qui fait fuir tout le monde. Sachant qu'en face, France Télévisions mettait 2 inédits d'Un si grand soleil. Là, ils ont décidé à la fin de l'été de rétro-pédaler, de mettre la série le midi à 13h30, donc dans une case qui, a priori, ne représente pas beaucoup de risques. Et 15 jours plus tard, on nous annonce, après le festival, que la série était présente. L'équipe était présente au festival, et globalement, on leur avait un petit peu laissé entendre que, pour l'instant, il n'y avait pas de doute. D'ailleurs, il y a un article qui est sorti chez nos confrères de Pure Média disant « On prend le temps, on regarde ». Il est sorti samedi matin, cet article-là, pendant que l'équipe était avec moi en salle pour se présenter au public. Ils étaient là, ils ont fait le job. Ils ont fait les photocalls alors qu'on leur avait retiré. Bref, ils ont tout fait. 2 jours plus tard, la chaîne annonce que la série s'arrête. Ils annoncent pourquoi après le festival, pour éviter que les auteurs se répandent certainement partout, pour éviter que les journalistes ne posent trop de questions. Moi, je vais être cash. Je pense que c'est non seulement un coup dur pour la fiction française régulière, quotidienne de la chaîne, c'est un coup dur pour la fiction française tout court d'M6. Parce qu'ils n'avaient que des coups à prendre une décision aussi lamentable. Et on voit que sur les réseaux sociaux, tout le milieu réagit négativement, y compris ceux qui ne sont pas vraiment des clients de la fiction française. Il y a un pacte de confiance qui est en train de se tisser, avec M6, qui remettait de la fiction régulière. Et déjà qu'ils n'étaient pas capables d'installer de la fiction en prime time de manière régulière, alors qu'ils commandent de très bonnes séries, il faut quand même le dire. Mais là, maintenant, le pacte est en train de se rompre. Et ça envoie un mauvais signal à tout le milieu. Ça envoie le message catastrophique. Et moi, je voudrais juste dire, je pense
aux auteurs, aux créateurs, aux jeunes acteurs, Marion Aimé qu'on voit là, ou Justine Graff, qui étaient des jeunes pousses de cette série qui était incroyable, qui se retrouvent sur le carreau, avec pas suffisamment d'exposition pour pouvoir avoir fait leur petit bonhomme de chemin. Je suis furax. Moi, à titre perso, en plus, je me suis retrouvé avec eux sur scène en pensant qu'il fallait les aider, les soutenir. Bah, bien m'en a appris parce que finalement, 2 jours après, on apprend ça. Mais moi, à la limite, c'est pas très grave. Mais moi, je pense à eux. Ouais. Je suis scandalisé par ce qu'ils ont fait. Plus belle la vie, on se souvient. 6 mois pour que la série s'installe. 3 mois après, dont 2 mois en été, on annule tout. Oui, par ailleurs, en plus, c'est quand même un créneau en été où les gens, la régularité d'être devant son écran n'est pas garantie non plus en été. mais c'est Les gens scandaleux. partent. Et c'est vrai qu'il faut peut-être juste rappeler que M6 a un vrai problème avec la fiction depuis toujours. C'est la chaîne qui, quand elle montait tout doucement, remplissait ses grilles de séries américaines de très grande qualité et que ça a participé à la sériphilie de tout un public. Donc on attend régulièrement qu'M6 enfin fasse, comme les autres chaînes gratuites, se lance dans la fiction au même niveau. Et là, c'était un vrai pari. Moi, je rejoins, je suis moins adepte des feuilletons quotidiens, mais sur ce que dit Alexandre sur l'état de la fiction française, c'est hyper important. Parce qu'on est aujourd'hui quand même dans un monde où on a des plateformes, certes, qui sont présentes, mais qui sont des multinationales, internationales, qui produisent de la fiction française de mieux en mieux et de plus en plus, tant mieux, mais qui sont quand même, quand on voit au nombre de programmes qu'ils diffusent sur la plateforme, quand même assez rikiki. Donc on a encore besoin des chaînes de télévision. Et aujourd'hui, entre un service public menacé par des budgets et M6 qui freine et qui fait n'importe quoi en termes de fiction française, il va falloir qu'à un moment donné, ça réagisse. En un mot, juste pour les gens qui se poseraient la question, j'imagine qu'il y avait des épisodes d'avance. Alors, ils sont en train de tourner des épisodes, de continuer à tourner des épisodes pour finir la série. Ouais. Elle se finira fin décembre. Ok. La chaîne avait annoncé que la série était déprogrammée de son antenne immédiatement et qu'on ne les verrait que sur M6+. Ils viennent d'annoncer en catimini hier soir qu'elle allait être diffusée à 5h du matin sur M6, les épisodes inédits. 5h du matin. 5h du matin. Pas sûr qu'il y ait grand monde. Le foutage de gueule continue. On est vraiment dedans. Et moi, ce que je trouve terrible, c'est que finalement, sur cette chaîne-là, qui moi était la chaîne des séries, comme disait Benoît, finalement, c'est certainement beaucoup plus rentable d'être un animateur qui a fait scandale sur une autre chaîne que d'être des producteurs de fiction qui essayent de porter quelque chose. Voilà, je trouve ça lamentable. Et on sait que sur un feuilleton quotidien, allez, au bas mot, avec 40 personnages principaux, il faut entre 5 et 6 mois pour que ça s'installe. Si après, ça ne s'installe pas, là, c'est la faute des équipes. Ils n'ont pas réussi à séduire le public, on arrête. Mais là, 2 mois et demi, c'était impossible que le public soit familiarisé avec cette série. Eh ben, ça méritait d'être dit. On va résumer un petit peu peut-être tout ça. Donc des bons points, des très bons points. Les félicitations du jury pour France TV. Les encouragements pour TF1 qui produit des choses un peu originales, qui sortent un peu de ses chemins habituels. Le redoublement pour M6, on va dire. En tout cas, un mauvais point pour M6, un carton rouge. C'est aussi Belphégor quand même. Oui. Il y a aussi Belphégor, on va quand même pas l'oublier. Et un mot quand même sur les plateformes de streaming qui tentent toujours de faire des fictions de leur côté. Et de plus en plus en coproduction avec les chaînes. On avait parlé notamment sur Zorro aussi, par exemple, quand vous étiez venu. Il y a Arte dont on n'a pas parlé, qui n'était pas présent au festival. Très peu. Moi, à titre personnel, ce que j'ai vu ne m'a pas totalement renversé. Quand Arte vient au festival Sérimania, on a plus de belles surprises. Alors Arte mise aussi non, sur des points plus internationales que françaises. Ça manquait de choses. Là, il y avait Nicolas Maury avec sa série Les Saisons. Je voudrais juste pas les oublier. Parler d'OCS, juste en un mot. Ils ont des séries, ils ont continué de faire des très bonnes séries et ils se sont illustrés avec notamment Extra Lucide, très bien, cartonné, et puis la révélation de l'autre série qu'ils avaient, Pécheresse, qui a obtenu le prix Adami de la révélation. Qui vient d'un feuilleton quotidien, tiens, M6. Vous voyez qu'il y a des bonnes personnes qui travaillent sur les feuilletons quotidiens. Le message est passé. Merci à tous les deux pour ce super débrief du Festival de la fiction de La Rochelle. Pour tous les gens qui, comme moi, n'y étaient pas, on a déjà un bon programme de séries à se mettre dans notre agenda. En attendant de voir tout ça, on va passer aux séries qui sont déjà disponibles. C'est les séries de la semaine. Les recos des invités pour terminer. Donc, Alex, je commence par toi. Assez de séries françaises pour aujourd'hui. C'est étonnant, de ma part. Pour une fois, tu nous recommandes une série américaine. C'est The Hunting Party. Ouais, j'avais envie de la conseiller parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de séries américaines et on dénonce souvent que les séries américaines reposent sur des formats qui existent. Donc là, c'est pas quelque chose d'hyper original, mais ça fait le job. C'est une bonne série d'action polar
C'est une espèce de blacklist slash blind spot ou je sais plus quoi qui existait. Ouais, Grosso modo, on a une prison de haute sécurité qui est planquée, je crois, près d'un un site de lancement nucléaire dans laquelle on a enfermé tous les pires tueurs en série de la planète, y compris ceux qui étaient censés avoir été exécutés sur la chaise électrique et qui sont emprisonnés là dans le secret le plus total. Sauf que dans le premier épisode, il y a une explosion Aïe. qui libère une quantité astronomique de ces serial killers qui vont repartir dans la nature. On va donc faire appel à un ancien agent du FBI pour enquêter et mettre en place une unité qu'on voit à l'écran pour arrêter ces types-là, tout en enquêtant sur l'explosion de la prison, parce qu'on découvre dès le premier épisode Non, ce n'est que pas- c'était pas un accident et que quelqu'un avait intérêt à balancer ces mecs-là dans la nature. Donc un épisode, un tueur en série en liberté à arrêter, des révélations sur la prison, 13 épisodes pour la saison 1, ça fonctionne bien, l'héroïne ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Blacklist, mais ça fera l'affaire pour celles Ouais, et ceux qui ont envie ça a de le l'air regarder. efficace. C'est très efficace, c'est très divertissant. Après, Série de network, on précise, américain, c'est pas de NBC. plateforme, hein, c'est NBC. et il y a déjà une saison 2 qui est commandée. Bon, bah, c'est Après, une bonne raison. quand je la regardais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, quand je pense à tous ceux qui nous expliquent que les frictions françaises sont formatées, on voit Oui, toujours la même oui, chose, là-bas. bah là, c'est... C'est juste Et que- honnêtement, des séries sur le modèle de Blacklist, il y en a plein qui arrivent Oui. sur les networks et sur les chaînes du câble. Enfin voilà, c'est Et- sur Série Club. Oui, c'est clair, c'est une plateforme pas banale, entre guillemets, enfin, c'est une chaîne pas banale, c'est Ben non, Série mais Club. c'est le groupe M6, donc on va être sympa aussi avec voilà. eux de temps en temps. Hop. Mais ils Rattrape. reviennent sur leur politique d'avant, qui a été pendant très longtemps d'être la plateforme sur laquelle les séries arrivent en premier avant d'arriver ailleurs. Et je trouve ça génial qu'ils recommencent avec des titres comme ça. Donc voilà, il y en a plein de séries qui arrivent comme ça là entre octobre et Et ben donc, septembre, et c'est super, super sympa. allez voir The Hunting Party, donc sur Série Club. Et on va terminer avec le choix de Benoît. Benoît, peut-être pour toi la série phénomène de la rentrée. En tout cas, moi, genre, je sais pas si vous, moi, mon Instagram est rempli de captures, de petits moments vidéo de cette série. C'est Empathie. Oui. Moi, c'était déjà ma série du Festival Sérimania quand elle a été présentée. Et heureusement que le public a sauvé cette série avec le prix du public, Ouais. puisque le jury a préféré récompenser des mini-séries à une vraie série, puisque Empathie est une vraie série. Peut-être qu'on va renommer Sérimania Mini Sérimania à ce moment-là. Non, mais ces festivals, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont oui. témoins de ce que les chaînes proposent. proposent, bien sûr. Voilà. Et là, donc, c'est une série québécoise qui raconte l'histoire de Suzanne, qui est psychiatre. Et après plusieurs années sans travailler, suite à un trauma dont je ne dirai rien, repart au travail et elle rentre dans un institut psychiatrique, l'Institut Mont-Royal, qui est dans une aile très spécifique où ils accueillent des patients passés par la case-prison. Ok. Donc, c'est toute la série pose la question de à quel moment, quand on a commis des crimes, où était la folie, était ou pas. Oui. Voilà, toute À quel la point on question-là. était sain d'esprit Mais ou pas. on ne tombe pas dans la série non plus sur ce sujet-là. C'est d'abord une série sur c'est quoi soigner un trauma et c'est quoi être soignant et à la fois un peu patient aussi, puisque le personnage a ce fameux trauma. C'est extrêmement touchant et drôle. Quand elle arrive, Suzanne, elle doit travailler avec un personnage interprété par Thomas Njijol, la Tour Eiffel, comme une patiente le surnomme. Et quand je dis que c'est une vraie série, c'est-à-dire qu'on avait vu à Sérimania que 2 épisodes et on était sorti de la projection en se disant on a déjà la promesse d'une grande série, c'est-à-dire une arène très identifiée, très précise, des patients qui vont être des personnages sur lesquels on peut se centrer au fur et à mesure des épisodes, plutôt sur l'un, plutôt sur l'autre. Donc c'est une vraie série, et des personnages qui vont avancer comme ça d'épisode en épisode. Canal+ diffuse cette première saison. Ils se sont associés à la production pour qu'il y ait une saison 2. Et voilà que je fait suis plaisir. enfin heureux de savoir que cette série va durer. Mais il y a un bijou. petit côté, moi je dirais, il y a un espèce de phénomène qui se développe autour d'Empathie au fur et à mesure que les épisodes sortent. C'est pas encore fini la diffusion. Donc, ils ont même été chez Canal+ harcelés sur le festival de comédiens, de bandes de comédiens qui voulaient rencontrer le cast qui était présent. Ah ouais, non, mais il y a un truc Oui. un peu comme ce qu'a pu faire Bref 2, ce qu'a pu faire En Thérapie aussi, une espèce de série qui nous fait du bien, qui résonne. Et chez les gens, quoi. c'est pour ça que les diffuseurs, les producteurs devraient observer Le Québec. précisément le Québec et précisément Empathie, puisque c'est ça aussi la force d'une série.
La force d'une série, c'est qu'on puisse les adopter longtemps, s'y attacher. Et le titre est parfait d'ailleurs par rapport à cette série. Voilà, donc je la recommande vivement. Ça rappelle un peu HP sur OCS, il y avait un petit peu cet esprit-là. Et une série québécoise que je recommande si vous avez aimé Empathie. Elle est un peu plus ancienne, mais je l'avais découvert à Série Mania. Ça s'appelait Marche à l'ombre. Et qui traitait aussi comme ça de personnages. Ils savent faire des personnages à la fois sérieux et décalés. C'est pour ça que ça marche. Peut-être qu'un jour on fera une émission sur les séries québécoises. Tiens, pourquoi il y a un très grand vivier. Et ils ont une vraie grande histoire de télévision. J'ai déjà promis à nos téléspectateurs et nos auditeurs une émission sur Empathie, puisque je veux qu'on fasse une émission spéciale sur Empathie. Donc ça va arriver. Je n'ai pas de date à vous donner. C'est comme les séries qu'on vous donnait tout à l'heure. Restez branchés, ça va arriver. En attendant, je vous remercie tous les deux. Merci Benoît, Benoît Lagan. On te retrouve. Quand est-ce qu'on se retrouve chez Télématin? Les vendredis et samedis dans Télématin. Voilà, levez-vous tôt pour écouter les conseils télé de Benoît Lagan. Et merci Alex. Un plaisir. La loi des séries pour toi, c'est quand? Vendredi 18h sur VL Média. Voilà, et ben vous vous levez tôt et ensuite vous enchaînez, vous vous couchez un peu plus tard. Merci à tous les deux, c'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Si vous êtes arrivé en cours de route, c'est possible. L'émission est à revoir comme toutes les autres en replay, en podcast sur le site de Tech & Co, sur YouTube aussi, sur toutes les plateformes d'écoute, vous avez l'habitude. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode suivant.